Et salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de The Trick Play. Et oui, la Week 1, les reviews, c'est parti tout le monde. On est très content d'être de retour, The Trick Play. Eh bien, on va entamer notre cinquième année, hein. On a démarré en 2019, 5 ans les gars, 5 ans. Mais avant tout, je vais donner le line-up de ce soir. Je commence avec quelqu'un, bon allez, spoil, je le dis maintenant, avec quelqu'un qui a été victorieux ce week-end, car et oui, Notre-Dame a gagné. Augustin, comment vas-tu en ce lundi soir? Si Notre-Dame a gagné, je vais bien. Salut Elio, salut Ryan, salut à tous. Et ben voilà, mais tu as dévoilé l'autre invité, tu as dévoilé celui qui est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Ryan Reigns. Oh. Acknowledge me! Ryan, on va démarrer dans le vif du sujet justement avec l'université de l'université d'État de Louisiane, LSU. Vous jouiez hier soir face à USC, donc le dimanche, hein, parce qu'il n'y avait pas de NFL encore. Au classement A-People de pré-saison, vous étiez 13e, USC 23e. C'était du côté de Las Vegas à l'Allegiant Stadium, chose que j'avais complètement oubliée d'ailleurs, jusqu'au dimanche, quand j'ai vu le passage. Le passage au stade, et là je me suis dit oh non, j'avais oublié que cette affiche elle se jouait dans un stade NFL, quel dommage. En Ouais. tout cas, un match qui a été bien ponctué d'une défaite pour LSU, hein, victoire de USC 27-20 sur un match qui a été très serré pendant assez longtemps. Ça s'est débloqué vraiment au quatrième quart-temps. Dans un premier temps, avant que je sorte des stats ou quoi que ce soit, toi t'avais beaucoup d'attentes sur ce match? Beaucoup, ouais, quand même assez. Beaucoup d'attentes déjà, parce qu'on le sait, hein, généralement les matchs de la Week 1, ça te donne déjà une petite idée des contours de ton effectif et de comment ton équipe va jouer. On le sait en plus des deux côtés du ballon, hein, que ça soit LSU ou USC. Il y avait beaucoup de parallèles qui pouvaient être faits, il y avait beaucoup de nouvelles têtes. Pas mal de facteurs excitants et donc ouais, franchement j'attendais ce match autant pour voir un petit peu euh, comment jauger LSU cette année. Après on en reviendra un petit peu plus tard, mais, euh, mais je fais pas non plus de cette week 1 un truc décisif sur les contours de notre saison, mais aussi voilà, comme je t'ai dit, pour voir un petit peu les contours de cet effectif, voir si les têtes que j'attendais depuis un moment, qui étaient enfin titulaires, allaient confirmer ou non. La première sortie de Blake Baker, notre nouveau cordeau. Donc ouais, pas mal d'attentes sur ce match et aussi l'excitation du premier match de saison, quoi, pour sa fac. C'est toujours un truc qu'on attend avec impatience. Donc ouais, quand même pas mal d'attentes. Ça fait quand même 5 ans d'affilée, parce que c'est la cinquième fois que LSU perd en ouverture de saison. Ouais. Troisième fois d'ailleurs depuis l'année de l'arrivée, excusez-moi, de Brian Kelly à la tête des Tigers. Ça commence à faire un petit peu long pour se mettre en jambe chaque année, non? Ouais, ça commence à devenir un petit peu casse-couille, excusez-moi des termes, hein, mais ouais, ça commence à devenir un petit peu relou. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, que là, en introduction, comme je t'ai dit, je fais pas de cette week 1 de LSU un point déterminant de notre saison. On a vu sur ces 2 dernières années, notamment avec Brian Kelly, que c'est pas les défaites en week 1 qui nous empêchent d'avoir de grandes ambitions, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu tâche sur le CV. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qui a commencé déjà 2 ans avant que Brian Kelly arrive. Là, je vois, il commence à avoir beaucoup de critiques sur Brian Kelly. J'ai même entendu certains Américains dire qu'il était sur hot seat. Donc hot seat, c'est une traduction littérale, hein, siège chaud, quoi. Il commence à être sur un siège éjectable, quoi. Dosons quand même un petit peu quand on voit le CV d'LSU ces dernières années et l'état dans lequel il a récupéré le programme. Je pense qu'on peut nuancer un petit peu, mais ouais, c'est vrai que ça commence à être un petit peu chiant, surtout que là, on l'a vu, que ce soit les 2 dernières années avec Florida State ou cette année avec USC, c'est qu'il y a la place en plus, mais il te manque ce petit truc, il te manque ce petit côté tueur pour finir victorieux, donc c'est dommage. C'est dommage. On a eu un gros duel de quarterback, hein, hier soir. Miller Moss d'un côté, qui avait la lourde tâche de remplacer Caleb Williams, qu'il avait très bien fait d'ailleurs au bowl. C'était quel bowl déjà? Je sais plus. L'Holiday Bowl.
Oui, à l'Holiday Bowl, oui, exact. Il avait remplacé Caleb Williams, il avait fait un gros match. Miner Moss, ancien joueur 4 étoiles, top 115, il me semble, mais pas un haut quarterback dans le classement de tous les QB, mais ça date de 2021, donc il est dans le programme depuis assez longtemps. 378 yards, un touchdown, mais c'était quand même assez propre comme match. En face, on a eu un très beau Garrett Nussmeier, 304 yards, deux touchdowns, une interception. L'interception, c'est vraiment en fin de match. Il y avait un peu plus rien à faire, mais Et en tout cas, interception, c'était. et interception qui d'ailleurs n'était à mon sens pas valide, hein, parce qu'on voit sur le replay que le catch est sécurisé en s'aidant du terrain, mais elle a même pas été review, donc c'est dommage parce que ça vient entacher un petit peu cette ligne de stats, et on sait que pour certains awards en fin de saison, les stats révèlent, je sais même pas comment on dit, mais ça a une importance toute particulière. Donc je trouve ça dommage qu'elle ait même pas été review par les arbitres. Je sais pas pourquoi. Et superbe touchdown, un superbe passe de Garrett Nussmeier pour Karen Lacey au deuxième carton pour égaliser face à USC. Je vous invite à aller la voir parce que c'était vraiment c'était pur, c'était fabuleux. Je vais faire un petit focus quand même sur LSU, les grands vainqueurs de cette confrontation. Donc USC, t'as dit LSU. USC. Ouais, va pas nous énerver, Charles. Hein. Non, oui d'ailleurs, oui, big dédicace à Charles hein, qui doit être très très heureux de ce match. Woody Marks, le running back, a couru pour 2 touchdowns, hein, 68 yards en tout pour 16 portées. On a eu quand même ces deux équipes qui ont subi pas mal de turnovers, évidemment, pendant la off-season, avec notamment des départs, que ce soit sur le portail des transferts, mais aussi en NFL, bien évidemment. Gus, toi, USC, là, tu les sens comment? Est-ce que tu as été assez séduit? Est-ce que, justement, le mojo, un petit peu Lincoln Riley, qui arrive à nous sortir des quarterbacks plutôt de nulle part, finalement. J'ai l'impression que plus les quarterbacks sont gros et attendus, moins Riley arrive à les faire progresser plus que ce qu'ils avaient déjà. Et en même temps, il arrive à nous sortir des mecs, nous développer des quarterbacks. Peut-être légèrement moins en vue, mais de manière fulgurante. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces Trojans pour ce début de saison? Oh, d'une manière générale, tu sais, Caleb Williams, Kyler Murray étaient des top recrues, donc même Spencer Rattler. Donc, je pense qu'il faut un petit peu, tu vois, tempérer. On sait que ce qui est souvent reproché à Lincoln Riley, c'est de ne pas être un superbe dénicheur de talent, mais un excellent coach pour développer les quarterbacks. Et je pense que Miller Moss en est l'exemple parfait. Miller Moss n'a pas été recruté par Riley, Lincoln Riley. Il était là avant qu'il arrive d'Oklahoma. Et c'est tout à fait louable qu'il ait décidé de le développer plutôt que d'être allé sur le portail des transferts chercher son bonheur. Pourtant, USC l'a fait. USC est allé chercher le quarterback de UNLV, si je dis pas de bêtises, et Oui. au final pour être quarterback numéro 2. Donc de ce point de vue-là, il a décelé en Miller Moss le plus de talent, si je peux le dire comme ça. Et ouais, bien sûr, parce que là, on va en venir, mais ce qui nous importait pour USC, c'était cette défense. Et de ce qu'on a vu hier, Ryan, avec leur défense, on peut espérer un. Très satisfait, moi. Je suis très séduit. Parce qu'ils ont un nouveau coordinateur défensif qui est arrivé en provenance de UCLA à l'intersaison. C'est Dunton Lynn, qui avait fait du très très bon travail chez les Bruins, chez les voisins. On peut espérer une très très belle saison des Trojans. Et à vrai dire, je suis un petit peu surpris parce que je pensais pas que ça irait aussi vite, quoi. Le truc qu'il faut aussi se dire, c'est que on a vu effectivement, comme tu disais, à UCLA une amélioration au fil des ans, mais je trouve que tu n'avais quand même pas cette espèce de super puissance de recrutement que tu vas pouvoir avoir avec USC. On le savait, on a été très critique avec Alex Grinch ces dernières années, notamment sur le fait que le talent qu'il y avait dans cet effectif de USC, il était incapable de le mettre en valeur. Là, on a vu que tout de suite, ça a cliqué. Donc ouais, non, franchement, je suis séduit. Et comme je l'ai dit, il me semble que c'était hier hier ou aujourd'hui, je sais plus, sur Twitter, j'ai parlé un petit peu du match. Et je disais,
à défaut d'être extraordinaire, parce que c'est pas le cas, tu vois, là, il y avait encore des points d'attaque, tu vois, dans cette défense de USC, comme dans la défense d'LSU d'ailleurs, hein. Mais à défaut d'être extraordinaire, tu vois quand même une amélioration notable et tu vois une différence d'explosivité, d'agressivité chez les joueurs, de différents looks de défense. On a l'impression, en fait, tu vois, que cette défense de USC entre enfin dans l'ère moderne du foot et ça fait franchement plaisir. Ça fait franchement plaisir. Et ouais, du coup, forcément, tu as vu, c'était la critique qu'on faisait sur USC ces dernières années, c'était que avec une défense comme ça, il pourrait jamais aller nulle part. Là, il y a un move qui a été fait dans ce sens-là et qui prouve directement dès la week 1 qu'il y a une réelle amélioration. Bah ouais, là à ce moment-là, ouais, effectivement, tu peux être en droit d'avoir des espoirs pour USC cette saison, puisque le gros problème, il a en partie été réglé. C'est un statement pour la Big Ten, hein, très clairement. On donnait surtout en favori là, pour la Big Ten le trident Ohio State, Michigan, Oregon. Oregon, on va en reparler tout à l'heure, mais USC a beaucoup plus rassuré qu'Oregon, on va dire ça comme Ah ça. oui, En première ça, semaine. c'est sûr que ça rend la course beaucoup plus intéressante, hein, la course à la finale de conf, ouais. Tout Bien à sûr. fait, et même par rapport à Michigan d'ailleurs, on va pas se mentir, le premier match de Michigan qui était un petit peu en dents de scie. Juste pour finir sur ce match, pour clôturer là-dessus, Ryan, quand même, on va reparler de tes Tigers très rapidement. Un petit plus, un petit moins. Petit plus, content que les espoirs que j'ai vus chez deux trois joueurs se confirment et là en l'occurrence je mets en avant vraiment Garrett Nussmeier. Il a vraiment montré des choses très sympathiques, très rassurantes et je suis assez déçu que justement Brian Kelly ait choisi de ne pas lui faire confiance sur cette deuxième mi-temps en voulant absolument installer son jeu au sol, parce que je pense honnêtement que si on lui avait laissé un petit peu plus de chance de briller en deuxième mi-temps, je vois pas pourquoi il n'aurait pas pu continuer ce qu'il a montré en première mi-temps. Donc petit plus, je dirais Nussmeier. Petit moins, les DB. Les DB parce que on a parlé beaucoup de la défense de USC, mais celle de LSU est aussi transfigurée. Ça, pour le coup, j'avais aucun doute de l'apport d'un Blake Baker. Il l'a montré lui aussi. Par 2 ou 3 fois, je crois, dans le match, la défense fait des stops vraiment importants en redonnant la balle à l'attaque et l'attaque de LSU aurait pu justement vraiment mettre le coup de grâce à USC. On n'a jamais été capable de le faire, mais par contre, on le sait, les effectifs, ça se reconstruit pas en un an. Et en fait, Blake Baker, s'il a été capable de ramener du monde sur la D-line et en backer, c'est encore très très compliqué au niveau des DB. On a vu qu'il n'a pas trouvé encore la solution et qu'on était très friable là-dessus. Donc ouais, ça peut faire un petit peu peur quand tu sais que tu es justement dans une conférence comme la SEC. Très bien, très bien. Eh bien, parlons encore de SEC parce qu'on va du côté de la Floride et on va chez les Gators de Florida, hein, à Gainesville, qui recevaient les voisins de Miami. Miami qui était quand même... Bon, alors, je sais pas comment, avant de parler de score, comment aborder cette preview de match. On l'a fait pendant le 1-2-6 et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller nous voir sur Twitch tous les samedis de 17h à 18h. The Trick Play Podcast. On fait un live pour présenter la semaine, hein, tout simplement, avec nos prédictions. Et on avait beaucoup de mal sur ce match parce qu'on se disait d'un côté, on a des Gators qui quand même galèrent un peu. Toujours difficile de prévoir un match de week 1. Et puis d'un autre côté, on a Miami qui, sur le papier, a une top team. On va pas se mentir, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe, mais qui a beaucoup de mal à mettre ça en place, que ce soit avec Cristobal, mais même à l'époque avec Manny Diaz, etc. Il y a toujours ce problème chez les Hurricanes. Déplacement dans le swamp, donc sur une grosse rivalité et une victoire écrasante, mais écrasante, c'est un non-match, hein. Victoire de Miami, 41-17. Victoire assez violente, même, j'ai envie de dire, avec un certain Cam Ward en tant que quarterback qui est arrivé de Washington State, qui nous a sorti un match fabuleux, hein, 26 passes sur 35 de complétés, 385 yards, 3 touchdowns, une interception. Mais voilà, le match était juste. En fait, le match allait simplement dans un sens.
En face, on a eu un Graham Mertz. Alors, je suis obligé de le dire pour Guillaume, parce que Guillaume nous embête tout le temps avec Graham Mertz. Graham Mertz, c'est 91 yards sur ce match, désolé. Une interception. Il s'est blessé, il a été remplacé par DJ Lagway, le quarterback true freshman 5 étoiles, qui était le meilleur quarterback de la QV de cette année, la QV lycéenne, qui a lancé 3 ballons sur 6 avec une interception. Voilà, bon, c'est quand même très compliqué pour Lagway. Alors, Ryan, je sais qu'on a vécu ce match ensemble en direct parce qu'on était en vocal. Que retenir de ce match pour une équipe comme pour l'autre? Sincèrement. Une force de caractère sympathique pour Miami. On sait qu'ils pataugent depuis maintenant très longtemps. C'est pas la première année où ils ont une équipe qui sur le papier est très séduisante. Mais venir comme ça chez les Gators et leur mettre vraiment une fessée nette sans bavure, bah c'est quand même à noter. Donc je sais pas si Cristobal leur permettra d'aller au bout. Je pense que c'est encore très tôt, c'est même trop tôt pour envisager ça. Mais cette année, je leur vois une force de caractère que je leur voyais pas forcément avant. T'as l'arrivée d'un Cam Ward qui forcément te permet aussi d'espérer beaucoup de choses en attaque. On a vu que ces dernières années avec Van Dyke, ça calait aussi pas mal. Donc ouais, vraiment la force de caractère pour les Hurricanes. Et Florida, tout l'inverse quoi. Florida, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. On le sait, Billy Napier, la mayonnaise a jamais réellement prise. Déjà en fin d'année dernière, il commençait à être vraiment sur hot seat. Lui, pour le coup, vraiment, ça chauffe très fort sous ses fesses. Tu veux les stats ou pas de Billy Napier à Florida pour étayer ton propos? Vas-y. Hein. Une victoire, 8 défaites face aux rivaux plutôt. Faut pas le dire en anglais. 2 victoires, 11 défaites contre les équipes classées. 9 victoires, 4 défaites contre les équipes qui ne sont pas classées. Et parmi ces 9 victoires, tu en as 4 qui sont contre des FCS ou des équipes qui sont du groupe of 5. Et 2 victoires, 4 défaites contre Vanderbilt, Missouri et Kentucky. Et ils sont sur une série de 6 défaites consécutives. Ah, ça commence vraiment à faire grincer des dents. Donc pareil, Billy Napier, il récupère le programme de Florida dans un état un petit peu déplorable. Donc on lui a pardonné sa première année. Sur sa deuxième année, on commençait déjà à être un petit peu plus critique. Et malheureusement, là, c'est sa troisième année. Et le destin ne l'aide pas en lui donnant vraiment le calendrier le plus infernal de cette saison. Mais voilà, c'est le jeu. Et vraiment, on voit aucune amélioration, quoi. On voit aucune amélioration des deux côtés du ballon. Désolé, Elio, je t'ai coupé, dis-moi. Non, mais là, clairement, oui, Billy Napier, il est sur la hot seat. Tu peux perdre une rivalité, tu peux pas la perdre comme ça chez toi, avec autant de points. Il est plus que sur la hot seat, non? Enfin, ouais. Là, pour le coup, vois vraiment. La question, c'est de savoir quand est-ce qu'il sera viré. C'est ça, moi, là, c'est une question de semaine, honnêtement. Hein. Pour la mise en abîme de ce match, c'est vraiment Miami qui domine de A à Z. À la mi-temps, tu as 24-10. Enfin, il n'y avait même pas d'espoir, quoi. Tu vois, tu te dis pas, il y aura une remontée en seconde période, etc. Enfin, c'était vraiment. Puis il y a un dernier touchdown de Florida qui est dans le garbage time. Enfin, tout le monde s'en fiche. Ultra décevant. Le plus inquiétant, Elio, c'est justement, moi, c'est un truc que vraiment je voulais pointer du doigt dans ce match, et qui est pour moi vraiment qui est criant de vérité par rapport à toute cette situation, c'est le swamp, les gars. Ouais. À un moment dans le match, vous vous êtes senti vraiment au swamp? Parce que pareil, on aime bien faire chier Guigui ou quoi que ce soit, mais on le sait, les Gators, le swamp, c'est quelque chose. Ils ont un des stades où techniquement, c'est un des stades où c'est le plus compliqué de tout le pays à jouer, même sur des années où Florida n'était pas forcément ouf. Ah, franchement, le swamp, année après année, là, ça commence à... Je sais pas pour vous, mais moi, là, je m'y suis pas retrouvé. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu comment dire, une atmosphère quand même très bizarre. Et puis même à la fin, avec les recrues, les recrues de Florida qui parlaient avec les joueurs de Miami qui quittaient le terrain, qui faisaient les signes The You, alors qu'elles avaient tous ces recrues des vêtements des Gators. C'est ça, les gens qui quittent le stade, c'est moi,
Ce qu'il faut se dire pour les auditeurs, c'est qu'à une époque, aller jouer à Florida, c'était plus qu'intimidant, que ce soit au niveau de l'atmosphère du stade, au niveau de cette chaleur étouffante, parce que c'est un peu au milieu, The Swamp, hein, mais la c'est dans ville les est au marais, milieu c'est des le bayou. marais. J'ai Ouais, c'est vu, ça. C'est pas il y la avait Floride. 80% d'humidité. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est pas la Floride côtière que vous voyez sur, sur les images. Non, ça n'a rien à voir, Gainesville. Et puis, tu as aussi c'est une équipe qui était prête à t'accueillir avec du mordant, quoi. Là, à part un Shemar James, le linebacker, Pauvre, hein, il est esselé en défense. Hein. qui est, ouais, voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un patron, le type. À part lui, qui te fait peur, le reste, enfin voilà, quoi. Et puis moi, j'ai trouvé cette. Alors, c'est marrant parce qu'au niveau des gabarits, j'ai trouvé cette défense très light. Ouais. Comparé au gap qu'on connaît en sec d'habitude et surtout dans la sec sud-est, tu vois ce que je veux dire. Euh, j'ai quand même trouvé une défense qui était très light et du coup qui faisait pas l'affaire. Alors qu'en face, tu avais une défense de Miami. Enfin, le front seven, il faisait personnellement. Plus je suis loin d'eux, il y a un océan d'écart entre nous, ça me va très bien. Mais le front seven de Miami fait extrêmement peur. Non, mais Donc, tu as raison, voilà. t'as raison de parler de Miami parce que au final, Miami a fait un excellent match. C'est jamais anodin, qu'importe le niveau de l'adversaire, d'aller gagner la Florida Cup au Swamp dans cette ambiance-là, quoi qu'on en dise. Et puis, il faut noter, lançons des fleurs à Mario Cristobal, il faut louer le fait que lui n'ait pas arrêté de recruter Cam Ward. Parce qu'on rappelle que Cam Ward hésitait Oui. entre la NFL et Miami. Il a réussi à le convaincre de rester chez les Hurricanes. Et là, maintenant, Cam Ward s'avance comme l'un des prétendants au Weissman, du moins après cette première semaine. Et vu le match qu'il nous a réalisé, et puis, vous savez, vous ne trouvez pas qu'il a il est ce personnage, il a ce caractère, une façon de jouer assez nonchalante, les passes lancées comme Patrick Mahomes, il est souvent off-platform. C'est le genre de joueur que les gens aiment regarder à la télé. Et voilà, ça participe à son CV. Et puis même, il n'a pas été le seul. La ligne offensive a été excellente. Je crois que les statistiques de pass rush de Florida étaient cataclysmiques. Et puis, tu peux aussi parler de ses receveurs. Il y a un bon trio là. Xavier Restrepo, Jacoby George et Samuel Brown. Tu rajoutes à ça en running back Damien Martinez qui lui aussi a fait un plutôt bon match. Et bah, tout ça, ça fait ça fait un bel assemblage. Et Miami Bien sûr, maintenant, sur le papier, avec, Miami a une putain d'équipe. Hein. et, Vous avez Miami ouvre cette saison avec des espoirs. Et je pense que c'est le plus important, c'est voir si dès la week 1, tu arrives à voir ce que tu es capable de faire. Si ça devient malléable, si ça devient palpable, et bah, tu avances plus facilement dans la saison. Et je pense pas que Miami ait cette pression qu'ont d'autres programmes sur les épaules, d'autres programmes à qui on promettait les playoffs on va dire de façon quasi assurée. Là, ils avancent dans la saison avec un optimisme, mais que je trouve décent et qui va les porter, tu vois. Sachant après, que juste. l'ACC, excuse-moi Ryan, juste Non, vas-y. l'ACC est quand même à portée de main. Quand on voit le premier match, on va en parler juste après, de Clemson. Quand on voit, bon, North Carolina, c'était pas non plus la folie. Ou quand on voit Florida State qui a perdu son match en week 0 face à Georgia Tech. Sincèrement, Miami, j'espère que ça va mettre les bouchées doubles, que ça va pas s'endormir après ce match, parce qu'il y a la place. Et Ryan, Ouais, c'est ça. Bah, j'allais y venir aussi, en fait. C'est que là, tu as une vraie fenêtre de tir, et notamment en plus avec les playoffs à 12, pour aller chercher ta conf, aller chercher tes playoffs. Mais par contre, juste, j'espère que Miami ne va pas se voir trop beau suite à ce résultat, parce que justement, je pense pas que Florida soit le monument, tu vois, qu'on a tous en tête des Gators. Donc, il va falloir rester concentré, pas se voir plus beau qu'ils ne le sont, tu vois, en termes d'attente. Juste une dernière question sur ce match. La SEC sur ABC, c'est mieux que sur CBS? Honnêtement, moi, j'ai vu aucune diff. Je suis devant mon match. Tu as quand même aussi la musique du trailer qui change. Bon, mais honnêtement, Gus, peut-être que c'est certaines personnes qui vont kiffer une musique plus que l'autre, et moi, j'en ai rien à faire. Je suis devant mes matchs, je suis devant mon collège football, je suis là pour le contenu des matchs. Les deux diffuseurs, ça diffuse autant de pubs les uns que les autres.
Ah, ça, c'est vrai. Alors ça, vous voyez, ça m'avait pas du tout manqué. Trop de Ah bah pubs. moi non plus. Trop de Ouais, pubs. Et puis même le 2 minute warning, ouais. forcément, ça en a ajouté. C'est Mais, chiant. C'est chiant. mais complètement d'accord. Mais sinon, après, ABC, CBS, ESPN, franchement, les matchs peuvent être sur TF1 que ça m'en ferait pas bouger une sans toucher l'autre. Donc rien à faire. Tant que les matchs sont de qualité, moi, je m'en fous un peu. Et toi, Elio, t'as aimé le tableau, là, le scoreboard? Je sais que les gens Alors, ont bien aimé. je l'ai Baptiste a pas. détesté. Et parce que Baptiste est collège footballistiquement conservateur. Non, alors oui, voilà. En fait, faut demander l'avis de Baptiste à chaque fois. Si Baptiste aime aime un truc, c'est un petit peu, tu sais, dans les galeries d'art, là, le type ultra, ultra tatillon qui va détester tout. Mais s'il aime le moindre petit truc, c'est que normalement, c'est pas mal. Normalement. Mais bon. J'imagine tellement Baptiste avec son verre de vin rouge, tu vois, décrypter les Et son différents scoreboards chez lui. On va se retrouver du côté du Texas cette fois-ci. Alors, une indépendante contre une sec. Et cette fois-ci, c'était quand même un choc parce que on avait les numéros 7 du pays, Notre-Dame, des Fighting Irish qui se déplaçait du côté du 20e, Texas A&M. Donc Michael Coe pour son premier match à la tête de ses anciens Aggies. Il était défensif coordinateur là-bas avant de prendre les rênes de Duke. Il retrouvait son quarterback titulaire de l'année dernière du côté de Duke, justement, Riley Leonard, qui avait transféré à Notre-Dame. Alors, c'était vraiment au milieu de la nuit. Personnellement, je me suis endormi à la mi-temps. J'ai stoppé à la mi-temps. Il y avait 6 partout. Augustin, comment s'est déroulée cette rencontre et cette victoire 23-13 de Notre-Dame? Ma foi, j'ai envie de dire que c'était le match attendu. On savait que ça allait être une grosse, grosse bataille défensive et que notamment cela allait se jouer entre la très, très bonne ligne défensive des Aggies et l'inexpérimentée ligne offensive de Notre-Dame, qui, je le rappelle, avait un true freshman au poste de left tackle et un redshirt freshman au poste de left guard. Et au poste de tackle droit, aussi un redshirt sophomore. Donc c'était une ligne, voilà, la ligne de tous les dangers qui était bien moins lourde que leurs homologues euh, de College Station. Et faut croire que voilà, Notre-Dame a mis du temps en fait à s'ajuster pour aller chercher la victoire. Par exemple, lors de la première mi-temps, c'était 4,6 yards par portée, avec un Riley Leonard, bon, qui n'a pas été saqué, mais s'il n'a pas été saqué, c'est parce qu'on connaît ses aptitudes justement à éviter ces situations. Et puis le match s'en est allé en s'améliorant, 6,7 yards par portée, des longues courses qui ont permis à nos deux running backs, Jadarian Price et Jeremiah Love, notre one-two punch, qui fera beaucoup de bruit cette année, de marquer. Et c'est comme ça que Notre-Dame est allée remporter le match. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, nous marquons un touchdown sur notre dernier drive offensif à 1 minute 54 secondes de la fin de la rencontre. Un drive rondement mené où Riley Leonard, qui avait été plutôt pas en dedans, mais qui avait joué son rôle en fait parce que si vous regardez le match, vous remarquerez voilà, c'est vraiment cette ligne offensive au départ en, en difficulté. Donc, ce qui se passait, c'est que notre coordinateur offensif qui arrivait en provenance de LSU, Mike Denbrock, a mis en place un jeu qui allait justement permettre à Riley Leonard de ne pas subir l'inexpérience de ses lignes offensives, donc c'est-à-dire en lançant constamment sur la première lecture de Leonard. Si vous écoutez ça, c'est logique évidemment. Beaucoup de screen et de bubble screen. Ce qui a fait que voilà, on s'est pas mis en danger, pas de sac, pas de blessure inutile, pas d'interception. Et puis après avoir mené 20-13, Texas A&M, il en restait 2 minutes pour aller marquer, mais c'était sans compter sur notre défense et notamment notre secondary qui a encore été une fois exceptionnel ce soir. Elle a limité Connor Wegman à 3 yards par lancé. Et comme un symbole sur la 4e et 2 qui nous permet de remporter le match, c'est notre cornerback Christian Gray qui vient chercher la passe deflection.
voilà, comme un symbole pour cette secondary qui, je pense, est la meilleure du pays, avec Xavier Watts, Christian Gray, Benjamin Morrison, des noms que vous devez retenir les, pour les prochaines drafts. D'ailleurs, Xavier Watts, comme l'an dernier, a encore intercepté un ballon. Mais c'est ce que je retiendrai de ce match, c'est que Notre-Dame, malgré le fait de ne pas avoir été favori, je rappelle que Texas A&M était favori de 3 points, allait jouer dans une ambiance de sec dont Notre-Dame n'a pas trop l'habitude, il faut le dire. Devant 107 000 spectateurs, avec une chaleur étouffante, avoir réussi à gagner ce défi physique, c'est une grosse victoire. Et puis comme on en avait parlé un petit peu justement dans le 1-2-6, Elio, tu t'en rappelles, mais on disait justement que sur ce match, Notre-Dame avait tout à perdre et Texas A&M tout à gagner, tu vois. Donc ouais, justement, moi je suis très content pour Freeman. En plus, c'est le genre de victoire comme ça dans les derniers instants du match qui justement peuvent te fédérer vraiment un groupe. Et tu vois, on parlait un petit peu, on a parlé de Miami, on a parlé du USC qui gentiment étaient en train de se positionner peut-être comme des prétendants aux playoffs. Je suis désolé, moi je mettrais pourquoi pas Notre-Dame dedans, tu vois. Oui, avec mais notre présence, Ryan, est quasi assurée parce que tu sais que le système des playoffs, aussi bien que moi, nous avantage plus que quiconque. Même si on ne peut pas être parmi les 4 premiers parce que nous ne sommes pas dans une conférence, cette 5e place est en réalité pour nous. Maintenant, on sera favori pour tous les matchs du reste de la saison, à l'exception peut-être de la rencontre à USC. Ce sera le dernier match de l'année, ça sera aussi un match à regarder. Oui, c'est une situation qui est faite pour nous et maintenant la question, c'est de voir de match en match comment cette attaque va s'améliorer face à des défenses qui seront moins fortes, notamment comment Riley Leonard, le jeu à la course, comment cette ligne offensive va s'améliorer. Et au bout de quelques matchs, je pense qu'on aura une réponse, pas une réponse à ta question parce que je pense qu'on ira en playoff. C'était le match le plus important de notre saison ce week-end, mais on en saura beaucoup plus sur de quel bois est fait cette équipe de Notre-Dame. Moi, honnêtement, je te dis, je m'en fais pas trop. Entre la qualité de Freeman en tant que play caller défensif et la qualité de Denbrock en play caller offensif, franchement, je m'en fais pas pour vous sur ce point. Et ouais, comme toi, j'ai vraiment hâte de voir le match face à USC parce que justement, les 2 dernières années avec Caleb Williams qui s'est comporté vraiment de manière odieuse, il y a une espèce de rivalité qui s'est relancée, en tout cas pour moi, toi en tant que supporter de Notre-Dame, tu dois voir ça avec un œil un peu différent. Mais pour les personnes qui sont pas spécialement fans ni du USC ni de Notre-Dame, c'est un peu une rivalité qui est en train de repartir et qui rend justement ces matchs-là beaucoup plus excitants à regarder. Tu vois, s'il y a d'autres affiches à côté. Et moi, je terminerai par 2 choses sur ce match. La première, votre left tackle, là, le true freshman, 3 étoiles, extraordinaire, juste extraordinaire, rien à dire. Top match, alors que le mec est avec Nick Scourton sur le dos. Et deuxième chose, encore un match où Ted Cruz vient supporter une équipe et il perd et l'équipe perd. Voilà, bref, je n'en dirai pas plus. C'était laquelle, la précédente? Le précédent match, je sais plus c'était quel match. Et en fait, à chaque fois qu'il va avoir un match, le type, l'équipe texane qui reçoit perd. Donc voilà, c'est un peu le truc. Le running gag maintenant. Georgia Clemson. Alors, Georgia Clemson qui a rendu quelqu'un un petit peu zinzin. On va encore le rendre zinzin parce qu'on sait qu'il nous écoute forcément et qu'il est en train de nous écouter dans sa voiture le matin en allant au boulot. C'est Joe. Grand fan de Clemson et qui tient le compte Clemson France sur Twitter, n'hésitez pas à aller les suivre évidemment. Ce match qui se déroulait du côté d'Atlanta en Géorgie en terrain neutre, même si c'est face à la fac de Georgia, on va comprendre. Énorme victoire des Bulldogs, 34-3. Alors, match assez poussif sur la première mi-temps. Il y avait 6-0 pour Georgia à la mi-temps avec 2 field goals. Franchement, c'est pas mal ennuyé. Moi, j'avoue que j'ai lâché un peu le morceau au bout d'un moment. Puis après, ça s'est complètement débloqué en seconde période avec 2 touchdowns sur chaque carton pour Georgia. Juste, on va pas développer trop sur les Bulldogs. Il n'y a pas grand-chose à dire, hormis que ça reste quand même une des équipes favorites cette année pour le National Championship. Mais du côté de Clemson, même si c'est Georgia en face, j'ai quand même l'impression que d'année en année, c'est de plus en plus inquiétant. On a l'impression que le programme n'évolue pas.
on a cette idée avec Il Dabo évolue. Swinney Il qui reste évolue un pas. petit peu en arrière, très conservateur, qui prend pas de transfert. Alors, je sais, ça plaît pas à tout le monde les transferts, mais on est quand même sur du college football en 2024 avec cette évolution maintenant. Ouais, Ryan, tu étais en train d'amorcer quelque chose. Ouais, il évolue pas. Tu dis, ouais, on a cette impression que le programme n'évolue pas, mais c'est parce qu'il évolue pas. Depuis le départ de Trevor Lawrence, le programme, il évolue pas. Tu regardes aujourd'hui, tu as les mêmes forces et les mêmes faiblesses qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. C'est exactement la même chose. Tu as toujours ce QB sorti de lycée avec un pédigré impressionnant qui montrait un potentiel fou, avec une ligne offensive qui est correcte, un bon jeu au sol, une défense plutôt solide. Donc tu sais pertinemment que la force, ça va être la D-line et les linebackers et que de temps en temps, tu vas avoir un DB. Le programme est exactement au même point qu'il y a 3 ans. Et tu as les mêmes erreurs, tu as les mêmes soucis de play calling, tu as les mêmes soucis moi, je te dis honnêtement, ça fait 2-3 ans, on avait commencé avec Val à le dire un petit peu pour la blague, hein, parce qu'on a notre réputation d'équipe de sec, et puis on voulait faire chier un petit peu les supporters de Clemson en disant que leur programme, il est frauduleux. Mais en fait, année après année, ça se confirme de plus en plus. Et honnêtement, là, je commence à me poser la question. Et pareil, je sais plus, je crois que c'est avec toi qu'on en avait débattu. C'était la saison dernière, justement, sur le côté hyper conservateur de Dabo qui voulait absolument pas entendre parler du portail des transferts. J'ai changé d'avis là-dessus, pour le coup. Tu peux pas t'en sortir. On dit pas qu'encore une fois c'est bien ou non. Mais à un moment donné, t'as genre toutes les équipes du pays qui évoluent. Oui, c'est ça. Donc il faut évoluer avec eux, parce que si t'évolues pas avec eux, bah tu deviens un dinosaure du foot et tu deviens un mec qui est obsolète, tout simplement. Et Dabo veut pas évoluer. Et honnêtement, tu le disais tout à l'heure, Elio, là, il y a un espèce de changement de vitesse qui est en train de s'amorcer dans l'ACC, où tu as potentiellement, en plus avec l'arrivée des playoffs à 12, la possibilité d'avoir l'émergence d'une autre équipe qui viendrait prendre la couronne. De 2 représentants. Ouais. Attention Clemson. C'est parce que ça peut aller vite. On le sait, dans le college football, les choses elles peuvent aller très très vite, dans un sens comme dans l'autre. Je pense que c'est important d'avoir des convictions et de défendre ses idées. Mais ce qui est important, c'est aussi de se rendre compte que parfois elles ne marchent pas. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec Clemson. Et Swinney doit revoir sa doctrine. Le problème, c'est que, et c'est aussi normal, c'est que c'est le meilleur entraîneur de l'histoire de Clemson. Il a fait vivre une décennie totalement magnifique. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi là le département athlétique ne lui met pas plus de pression, parce que qu'on soit clair, hein, Clemson ne fera jamais une saison en 6-6 ou en 7-5. Ils seront toujours aux alentours des 10 victoires, mais quand tu as un programme comme Clemson, tu vises plus chaque année. Tu ne vises pas seulement 8 ou 9 victoires, tu vises le titre. Et si Clemson a envie d'y aller, bah, il faudra passer par le portail des transferts. Portail des transferts que d'ailleurs Georgia utilise plutôt bien. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Mais si on regarde un petit peu les joueurs qui ont joué là pour Georgia, on remarque que par exemple, le meilleur coureur, ça a été Nate Frazier. 11 courses pour 83 yards et un touchdown. C'était un true freshman. Et plusieurs autres true freshmen ont joué, je pense notamment au tight end Lawson Lucky, ou alors non, ça doit être sa deuxième année. Georgia est une équipe tellement talentueuse qu'ils peuvent se permettre de faire jouer des jeunes joueurs très talentueux, et c'est la recette qui a marché. Bon, peut-être pas sur ce match-là, parce que par exemple, on voit que des Carson Beck, Carson Beck qui a été précis dans son registre, 70% de passes complétées, 278 yards et 2 touchdowns. Mais après, voilà, tu as des gars un peu plus anciens avec des London Humphries, Enya Smith, enfin, Arian Smith plutôt. Ce sont des valeurs sûres du côté des Bulldogs, et c'est pourquoi ils ont gagné. Totalement. De toute façon, encore une fois, Georgia, il n'y a rien à dire, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça risque d'être encore une grosse saison. Mais ouais, pour terminer sur Clemson, moi de mon côté, alors ça n'a jamais été un programme que je portais dans mon cœur, mais quand même, là, la chute, on la sent de plus en plus. Il y avait une époque où
on restait un petit peu à se dire bon, allez, Clemson, ils sont jamais trop loin, ils continuent d'avoir des grosses recrues lycéennes, etc. Ça continue de gagner les ACC. Là, voilà, c'est vrai que tu te retrouves dans une situation où finalement, d'année en année, tu sens que ça régresse et que ça augmente pas. Moi, j'avais énormément d'espoir sur Cade Klubnik. Ça fait quand même 2 quarterbacks 5 étoiles très haut classés parce que Klubnik était quand même numéro 1, il me semble, ou numéro 2. Pareil pour Hugh Galele qui était le numéro 1 en Pro Style à l'époque. Ça fait quand même, depuis Trevor Lawrence, 2 superstars quarterbacks lycéennes qui sont en train de chuter. Et ouais, en fait, je sens pas énormément de progrès, si ce n'est sur certains joueurs défensifs, ce qui est habituel aussi chez Clemson, mais sur les joueurs offensifs, je sens pas énormément de progrès du côté des Tigers. On va passer au match qui était le college, l'ESPN College Game Day de la Non, semaine. c'était Fox. Fox, oui. College Oui. Game Day de la semaine, excusez-moi. Oui, c'est Penn State qui se déplaçait du côté des voisins de West Virginia. Hein, les deux facs qui sont pas si loin que ça, entre College Station et Morgantown. Hein. Attends, j'ai un doute. Non, College Station, c'est Texas A&M. Mais Happy à Valley, chaque c'est fois, j'oublie. College Park. Oui. Mais en fait, ouais, tu sais, c'est des villes en fait qui sont faites que par la fac, donc du coup, ça a des noms, ça a ces noms-là. Mais bref, College ouais, Park, en effet. College. En tout cas, les buveurs de gasoil face aux buveurs de gasoil, hein, voilà. Avec une victoire assez facile de Penn State 34-12 sur West Virginia. Alors, match qui a été coupé au bout d'un moment parce qu'il y avait des orages et énormément de vent. On se souvient des images. Match qui était quand même dans une belle ambiance parce que c'est une sorte de rivalité locale, un petit peu. Les rivalités du Nord-Est, finalement, C'est une rivalité. voit moins. Mm. Mais ouais, moi j'aime bien ce côté assez typique. Juste pour faire un débat très rapide sur ce match, il n'y a pas grand-chose à retenir. Drew Allard, finalement, c'est plutôt un bon match. Alors, on se passe complété sur 17, 3 touchdowns. Oui, parce que Penn State reste une équipe qui court. Là, il y a eu 42 portées, dont 13 pour Nick Singleton qui termine à 114 yards et un touchdown. Mais moi, je trouve, Elio, que on attendait de ce match une rencontre bien plus serrée. Tu vois, au final, tu termines à 34-12. Ça fait 22 points d'écart. C'est plus qu'attendu, quoi. Il faudrait que je vérifie, mais West Virginia devait être pas favori, mais voilà, Penn State était favori de 7,5 points et on a eu l'impression que les Nittany Lions n'ont jamais été inquiétés. Et moi, ce que j'ai aimé dans cette rencontre, c'est le match que j'ai regardé à la place de Georgia Clemson, c'est que Andy Kotelnicki, je crois qu'on dit comme ça, le coordinateur offensif, celui qui était à Kansas, qui a fait les très belles attaques de Kansas ces 2 dernières saisons, il nous a gratifié de quelques big plays. Et les big plays à Penn State, là, franchement, en 10 ans, je m'en rappelle que d'un, c'est la course de merde, comment il s'appelle, le quarterback qui était de Saquon Barkley. C'est vous dire quoi, à quel point on assimile Penn State aux petits gains de 4, 5, parfois 20 yards. Mais là, quand tu regardes les statistiques, tu as eu des jeux de 40, 50, 55, 20. Et pour moi, voilà, c'est une preuve que Penn State va dans la bonne direction et Penn State aura besoin de ces big plays pour gagner des matchs importants parce qu'on sait que le but de Penn State chaque année, c'est de battre soit Ohio State ou Michigan et il faudra passer par là. Sachant qu'en plus, maintenant, tu te retrouves dans une Big Ten encore plus dangereuse, avec des gros programmes qui s'y sont ajoutés. Alors, Penn State, moi, c'est ce que je disais pendant la preview. Pendant la preview sur le 1-2-6, c'est que c'est souvent fort contre les faibles et faible contre les forts. C'est vrai qu'il y a quand même une différence, faut pas se mentir, même si j'ai beaucoup d'appréciation pour West Virginia, il y a quand même une sacrée différence qualitative dans les deux effectifs. Après, voilà, comme tu l'as dit, Kotelnicki est arrivé. Est-ce que James Franklin va enfin lâcher les rênes pour son coordinateur offensif? Parce qu'on sait qu'il aime bien avoir la main mise là-dessus. C'est ce qui va être aussi la grosse question pour cette saison. Pour l'instant, Penn State, c'est bien parti. Je pense que c'est toujours appréciable une victoire comme ça face à un rival local, même si t'es pas dans la même conférence, etc. Voilà, c'est toujours un bon moyen de démarrer la saison. Tu vois que ton quarterback est en place, tu vois que ton jeu à la course avec 2 très bons running backs, dont un particulièrement Singleton, est en place. Il y a de quoi se rassurer.
pas grand-chose à rajouter de plus sur ce match. Ryan, j'imagine que tu t'en fous. Ah, c'est pas que je m'en fous, c'est que j'ai pas vu le match et j'ai même pas vu un snap du match, donc tu connais, je m'invente pas des vies. Et sinon, ouais, fuck Penn State. Ça bouge pas. Merci, je n'osais pas le dire. Et pourquoi Attends, ouais. attends, Ryan, tu peux confirmer ce que je veux dire, mais Elio nous a dit avant le podcast qu'il allait chanter Sweet Caroline. Alors là, alors écoute. Non, t'as dit soit Sweet Caroline ou Take Me Home Country Roads. Bah, Il l'a sur dit, ce match, Ryan. ça sera Take Me Home quand même. Après, bon, Sweet Caroline, ça se chante dans beaucoup de stades aux États-Unis. Ce n'est pas que quelqu'un à Penn State. Donc, je l'ai déjà chanté dans des stades. Sachez-le. Frérot, c'est chanté partout, pas que aux États-Unis. Hein. Sweet Caroline, dans le genre son mainstream. Oui, c'est vrai. Bon, beaucoup de respect à mes amis, en tout cas fans de Penn State. Hein. J'ai vu quand même quelques stories sur Instagram là, pendant le week-end. Hein. On n'est pas toujours bien entouré, mais bon, on en a. Au niveau de la Week 1, qu'est-ce qui vous avait le plus manqué dans le college football là? En fait, finalement, bon, on a eu les matchs de l'ambiance. pré-saison à NFL, on a eu la draft NFL, on a eu beaucoup d'histoires tout autour de la NFL, et finalement, le CFB est un petit peu pas passé à la trappe, mais on en a moins parlé ces derniers temps. Qu'est-ce qui vous avait le plus manqué, les gars? L'ambiance, mec. L'ambiance, toujours Oh, je te jure. l'ambiance. C'est vrai. T'as une espèce d'émulsion à l'approche de la saison, mais c'est Émulsion, t'es indescriptible. sûr? Ah, gros, franchement, je te le dis, gros. Oh, tu voulais dire émulation. Émulsion, gros. On est Ryan, émulsé. il parle trop à des cuisiniers toute la journée aussi. Genre, Exactement, laisse-le gros. tranquille. Non, mais franchement, c'est un truc, on l'a pas en NFL, on l'a pas dans Ouais. d'autres sports. Je sais pas, franchement, c'est indescriptible, gros. Un C'est sentiment de liesse un petit les, peu les, partout. Ouais. tu sais, les petits teasers, les vidéos pump-up, les présentations des matchs. Gus, t'as envoyé notamment celle de USC là, qui était incroyable. Le fait de voir les mecs avec les uniformes, je sais pas, je sais pas. Tu vois les mascottes, les trucs, ça me fait la même chose chaque année en fait. Tu vois, la saison elle se lance, je sais pas, je suis heureux en fait. Inégalable. C'est tout, inégalable. Il n'y a rien à dire. Pour toi, Gus. Moi, c'est les soirées sur Twitter où en fait, tu regardes ton match peinard, mais pendant ce temps, tu en as 10 autres. Et à chaque pub, tu vas sur ton tel, tu vas sur Twitter, tu consultes ta timeline et tu vois un Akron Ohio State 0-0, 0-3 pour Akron. Ou tu vois des vidéos de mecs qui fait un double saut périlleux après avoir été plaqué. Un gars qui finit dans la haie, là je pense au défenseur de Florida. Ah oui, oui. Tu sais, ce sentiment où ça pète de partout, quoi. Il y en a de tous les sens, des footballs différents, des histoires différentes. Et comme dit Ryan, bah ouais, ça te rend heureux, quoi. Tu sais que voilà, la saison a enfin commencé. C'est plus la réalité d'un seul match, mais celle de dizaines de rencontres pour la première division. Alors sachez que si vous êtes sur Twitter, hein, The Trick Play, chaque soir de match, on met la plupart des vidéos, les highlights de la soirée, etc. Ce qui se passe en direct. C'est souvent Gus qui est derrière. Le week-end dernier, il y a Gus qui me contacte, qui me dit ouais, tout, tu pourras faire tel shift entre telle heure et telle heure, comme ça je me repose, après je reprends, machin. Je lui renvoie un message à ce moment-là. Mais moi, j'étais pas très chaud, j'étais un peu fatigué, mais bref, je renvoie un message à ce moment-là. Il me dit non, mais t'inquiète, on s'arrange la semaine prochaine, je m'en occupe, t'inquiète. Donc... Par contre, les gars, à 6 h du matin, vous pouvez pas savoir dans quel état j'étais. J'ai été défoncé. Être sur ton tel toute la soirée devant la télé, double écran, ça fait mal, ça fait un mal de crâne. Tu m'étonnes. Ah, t'inquiète, je pense que toutes les personnes qui ont un compte un petit peu d'université savent à quel point les live tweets, déjà pour un match, tu finis, t'as l'impression d'avoir des cernes, t'as l'impression d'avoir vieilli d'1 an. Alors imaginez faire ça genre toute la nuit sur tous les matchs. Le match, à chaque fois, il y a 35-38. Donc 35-38, ça fait une flopée de touchdown. Tu sais, t'écris un touchdown et après, t'as pick 6, t'as envie de te latter la gueule. Non, c'est trop bien. On se plaint, mais on va dire,
c'est de la souffrance heureuse. Ça fait plaisir, quoi. C'est de la souffrance Messieurs- heureuse, sauf quand ton équipe elle perd à la fin. Ah bah ça. Yikes. Passons au match des freshmen, messieurs. Vite fait, des freshmen enfin, alors, il y a beaucoup de freshmen, d'ailleurs, 5 étoiles, hein, qu'on highlighté ce week-end. Gus, t'en as 2-3 à nous citer? Oui, ça a été particulièrement bon là ce week-end. Bon, évidemment, Jeremiah Smith, le meilleur lycéen du pays en 2024, le receveur d'Ohio State, qui termine à 6 réceptions, 92 yards, 2 touchdowns. Tout ça lors de la première mi-temps, meilleur voilà, dans toutes ces catégories statistiques. Donc, je vous le dis dès maintenant, Jeremiah Smith est le receveur numéro 1 d'Ohio State devant Emeka Egbuka, que l'on annonçait comme tel. Et quand on a vu toute l'intersaison, on savait que ça allait arriver, mais ça arrive un petit peu plus tôt que prévu. Preuve que Jeremiah Smith est déjà un talent générationnel, et j'ai vraiment pas peur de dire qu'il sera meilleur que Marvin Harrison Jr. Je parle en termes peut-être pas de niveau, mais de hype et dans le star system. À South Carolina, il y a Dylan Stewart, l'edge rusher, qui a fait l'une des plus grosses performances défensives de ces dernières années. Si on suit les notes PFF, bon, on donne le crédit que l'on veut, mais c'est un modèle mathématique qui existe. Mais surtout, en fait, c'est parce qu'il a fait le strip sack pour récupérer la balle, alors que l'équipe d'en face, dont j'ai oublié le nom, Cielo, tu Old peux me Dominion. retrouver. Match tendu pour South Voilà, Carolina qui a quand même bien galéré face à Old Dominion. C'était Old Dominion était devant, et ça a permis aux Gamecocks de récupérer le ballon pour aller inscrire le touchdown de la gagne et remporter le match 23-19. Donc là, il a été ultra clutch. On peut parler de Dylan Raiola, les gars. Premier match en tant que titulaire à Nebraska. Très content de son match. 19 sur 27, 238 yards pour 2 touchdowns, aucune interception, mais surtout 2 superbes passes pour, je crois, Jamal Banks, l'ancien de Wake Forest, et pour Isaiah Neyor, l'ancien de Wyoming et Texas. Quand tu regardes les passes, c'est des lancers NFL. Hein. Ah, c'était beau. Ouais, non, Raiola, franchement, rien à dire sur son premier match. Encore une fois, grosse paire parce que commit à Nebraska, alors il y a son nom qui travaille là-bas, etc. Mais dans sa situation, commit à Nebraska, c'est vraiment un tremblement de terre, je pense, dont on n'a pas assez parlé. Et là, en tout premier match comme ça, c'est vraiment sympa. Tu vois, Elio, je suis un des premiers haters de la nouvelle formule du transfert portal, mais s'il y a bien un avantage que je trouve à cette nouvelle formule, c'est que notamment pour les très gros joueurs, ça leur laisse cette opportunité en fait de se faire 1 ou 2 années plaisir, tu vois, dans la fac où ils veulent aller, ou alors avec un coach pour qui ils ont envie de jouer, avant potentiellement de transférer dans un top programme pour essayer d'aller chercher un titre, ou inversement. Parfois, les mecs qui vont dans leur année freshman dans ces gros programmes, ils s'entraînent pendant 2-3 ans, ils prennent le coaching qu'ils peuvent prendre, ils prennent les séances de muscu, ils prennent du gab, et en fait après sur leur année senior ils vont se faire kiffer et ils vont péter toutes les stats dans une fac un petit peu plus honnête, mais c'est un des rares points forts, je suis obligé de le souligner à ce nouveau format du transfert portal. Tout à fait, c'est vrai. Gus, Virginia Tech, Vanderbilt, juste 2 mots pour dire que Vanderbilt a gagné quand même. Ouais, très très belle victoire de Vanderbilt dans un stade qui était plein. Il y avait des tribunes qui étaient en construction, ou du moins en rénovation, c'est pour ça que ça donnait pas trop l'impression à la télé. Alors que Vanderbilt n'était pas favori, c'est Virginia Tech était favori de 13,5 points. Et au final, victoire 34-27 en prolongation, malgré le field goal de la gagne raté lors du temps réglementaire. Diego Pavia, qui arrive de New Mexico State, a sorti vraiment un très très gros match. D'ailleurs, il est le joueur de la semaine en SEC. Diego Pavia, joueur aussi très excitant à regarder. Vous savez, c'est les joueurs qui font 200 yards à la passe et 100 yards à la course à tous les matchs. Donc, je vous conseillerais de regarder Vanderbilt.
cette année, parce que voilà, ça vous permet d'être un hipster et en plus, il y a des choses sympas à voir du côté de Vandy, les petits frères de la SEC. J'ai oublié un match aussi. Bon, alors, on va pas en parler longtemps parce qu'on sait que quand Kevin reviendra, on aura des débats, et même Robin, on aura des débats de 2 heures sur Oregon. Mais Oregon qui a quand même pas mal galéré à domicile face à Idaho, hein, les Vandals. On sait qu'Idaho, à son niveau, est un programme intéressant. Mais par contre, au niveau d'Oregon, ça aurait dû être une victoire phénoménale, j'ai envie de dire. Là, on a seulement les Ducks à 24-14. Pas mal de galères dans ce match. Un bon Dylan Gabriel globalement quand même. On parlait tout à l'heure de la Big Ten un petit peu là, avec notamment ce match de USC, mais Oregon va falloir passer la deuxième assez rapidement. C'est la ligne offensive, les gars, qui a été mauvaise, si je me trompe pas. Et c'est ce que disait Kevin surtout, en fait. 2,9 yards par portée et 3 sacs encaissés. Pour Oregon, qui a, je pense qu'on est plutôt d'accord tous les trois, l'une des meilleures lignes offensives du pays depuis des années, ça fait mal. Moi, très, très déçu. Très, très déçu de la première sortie d'Oregon. Comme Elio, là, j'attends un réveil très rapide. Mais en même temps, tu vois, tu l'as dit, hein, Gus, Oregon a une des meilleures O-line du pays depuis quelques années. Cette année, ils ont encore des gros noms, mais faut pas oublier qu'ils ont perdu notamment Jackson Powers Johnson. Et on le dit, le centre, ça reste hyper important dans une O-line. J'espère qu'ils vont vite être capables de surmonter ça. Mais ouais, moi, franchement, le premier match là d'Oregon, extrêmement déçu. On a eu UNLV, donc l'Université du Nevada à Las Vegas, qui se déplaçait du côté de Houston, hein, Houston qui est en Big 12 depuis l'année dernière, et qui a un nouvel head coach, Willie Fritz, le head coach de Tulane qui a 90 ans. Alors, c'est pas Rick, le coach de UNLV? Rick Harrison. Ah, mais oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. T'as Ouais. raison. Et Chumlee en en left guard, en effet. Et puis les gars, je peux vous dire que la NIL à UNLV, il donne pas un rond, hein, parce que c'est la crise. Il faut encadrer le joueur. Ça coûte de l'argent. Ouais, oui, oui, non, c'est vrai. D'ailleurs, tu peux revendre ton casque contre une poignée de dollars au pawn shop. Mais pour revenir sur ce match, match très compliqué hein, pour les Cougars de Houston qui ont perdu 27-7 à la maison. Alors, ok, Willie Fritz, donc le désormais ex-coach de Tulane, a repris les rênes pendant l'intersaison. C'est un marathon, pas une course, on va se dire ça comme ça, mais c'est vrai que Houston, il y a quand même beaucoup de travail, notamment dans une équipe du Power 4. Donc voilà. Au niveau des matchs, des autres matchs, hein, on va pas épiloguer. Alabama a torché Western Kentucky. Je sais plus combien il y a eu sur ce match. Beaucoup à pas beaucoup. Beaucoup à pas beaucoup, ouais, on va dire ça comme ça. 63-0, ouais, donc Ouais. beaucoup au néant. Ole Miss a battu Furman 76-0 avec notamment 5 touchdowns et d'ailleurs en première mi-temps de Jackson Dart, hein, le quarterback, qui termine à 418 yards. Ohio State a fait le boulot face à Akron, même si Akron a accroché Ohio State hein, en début de match, on ne va pas se mentir. Après, c'est toujours pareil, des fois, faut démarrer puis mettre la deuxième. Victoire 52-6 assez aisément et 3 touchdowns pour Will Howard, le néo-quarterback, ancien quarterback titulaire de Kansas State. Texas a battu Colorado State. Ça, c'est un match intéressant parce que Colorado State est quand même un programme qui peut titiller de temps en temps les bonnes équipes. Grosse victoire hein, du côté d'Austin, 52-0 avec 3 touchdowns et une interception pour Quinn Ewers. Le meilleur rusher, c'est quand même du côté de Colorado State, Marshall qui a couru pour 106 yards. Au niveau du trio de receveurs, Isaiah Bond, Matthew Golden et Silas Bolden, on a tous eu au moins un touchdown, 2 touchdowns d'ailleurs pour Golden. Kansas State qui se défait de Tennessee Martin sans trop de soucis. Oklahoma State qui bat South Dakota State. Ça, c'était le déplacement un petit peu tricky. Hein. Baptiste nous en avait parlé pendant le 1-2-6, 44-20. Très belle Oli Gordon. Ouais, bah une journée de boulot, quoi. Ouais, avec littéralement 104 yards à la course et 2 touchdowns, plus 42 yards à la réception et un touchdown. Hein.
un des meilleurs running backs du pays. Iowa qui a battu Illinois State, mais pour la petite anecdote, c'est qu'Iowa a passé littéralement 40 points à 0 à Illinois State. Juste fantastique pour Iowa, et notamment Kane McNamara, je ne sais pas s'il a déjà lancé 3 touchdowns dans un match, lui. Et tu veux savoir un truc drôle? Ouais. Bah, 40 points, c'est l'under. Putain. Ah bah ouais, attends, tu crois vraiment qu'ils allaient faire une pierre deux coups? Non, on y va en douceur à Iowa. C'est pas faux. Messieurs, on va terminer cet épisode avec nos MVP offensifs ou défensifs. Ryan, je te laisse réfléchir, à moins que ce soit tout réfléchi. Je vais démarrer avec Gus. Gus, qui a été Moi, ton c'est tout réfléchi. J'ai juste pas les Ah stats bah, des vas-y. défenseurs, mais c'est tout réfléchi. Vas-y. Alors en offense, désolé, je viens de voir d'ailleurs la fiche, mais j'aurai le même que Gus, donc je vais rien dire, je laisserai Gus, mais ça sera le même en attaque que pour lui. Et en défense, moi, ça sera Savion Jones, le defensive end de LSU, malgré la défaite, qui a fait un match monstrueux, et c'est notamment pour mettre en avant un petit peu la progression qu'il y a eu entre l'année dernière, où il était littéralement invisible à tous les matchs, et cette année où il fait un match, je crois, il fait 2 sacs, dont un où il emmène le tackle sur son dos comme un sac à dos. Il a une passe typée qui a failli terminer en interception. Il était partout. Il a des plaquages pour perte. Vraiment impressionnant. Franchement, il m'a mis sur le cul. Très fort. Très, 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 très fort. Je suis totalement d'accord avec toi, Ryan. Gus, pour toi. On part sur un receveur, aussi celui de Ryan, Teiteora Macmillan d'Arizona. Victoire déjà face à New Mexico, 61-39. Record de l'école des Wildcats avec 309 yards et 4 touchdowns. Stade quasiment terminé à la mi-temps. Il aurait pu faire bien plus encore. Alors voilà, 309 yards et 4 touchdowns, c'est une performance monstrueuse, stratosphérique. Et il est mon MVP offensif. Défensif ou pas? T'en as un? Non, j'en ai pas trop parce que j'ai le même problème que Ryan à chaque fois, c'est que les stats défensifs mettent du temps à arriver. Et tu sais, en général, quand il y a un défenseur défensif, qu'est-ce que je dis? Quand il y a un joueur défensif qui fait une grosse performance, il y a souvent des tweets, et là, j'en ai pas trop vu pour être honnête. Donc, j'ai pas écumé tous les box scores Oui. pour être Oui, honnête. ça sert à rien de chercher Non, pour chercher, trouver un après, truc. je peux te donner le plus mauvais défenseur. Vas-y. Bah, la ligne. Ah non, bah non, ça compte pas. La ligne défensive des Gators. Oh, attention. Attention. Les Gators, je vais en parler dans 2 secondes. Mais avant, moi, mon MVP offensif, c'est bien sûr le running back de Boise State, Ashton Jeanty, qui nous a sorti un match. Alors, c'est face à Georgia Southern, qui n'est pas la pire équipe. Mais on va pas dire que c'est C'était un Boise bon State. match. Hein? C'était un match sympa en vrai. Je crois que tu étais En devant, plus. tu t'as regardé, non? Non, j'ai essayé, j'ai pas eu le lien. Donc, du coup, tu Ah. sais ce que. Alors, d'ailleurs, la petite anecdote. Là, excusez-moi, hein, c'est mon côté hipster qui regardait Heidenheim face à Augsbourg hier en Bundesliga. Et bah, samedi, je regardais Syracuse face à Ohio. Voilà. Ah, il a bien joué d'ailleurs, Kyle McCord. Je suis désolé de t'interrompre. Il a bien joué globalement. Il s'est mangé une interception un peu bête, mais il a bien joué globalement. Syracuse a plutôt bien joué. Ohio, faut pas oublier que ça reste une bonne équipe. Syracuse, j'ai hâte. J'ai hâte. Ouais, Là, moi il y aussi. a énorme hype. Ouais. Et très content justement de les avoir vu jouer en plus à domicile là, au Carrière Dome et tout, enfin tout le truc. Non, c'est pour ça que j'avais mis en deuxième match derrière Miami, Florida. Et bref, pour revenir sur le match d'Ashton Jeanty, le running back de pas à Boise 30 State. km de Syracuse. Attention, côté canadien. Mais 20 portées pour 267 yards et 6 touchdowns pour Ashton Jeanty. Voilà, tout simplement, un seul match. C'est assez notable pour être élu MVP offensif de la semaine. Et puis, côté MVP défensif, eh bien, justement, je vais revenir sur ce match Miami-Florida avec le linebacker de Miami, Francisco Mauigoa. Alors, il y a les 2 frères Mauigoa. Lui, c'est quand même un mec dont on parle énormément parmi les meilleurs défenseurs du college football. Cette semaine, c'est 1 sac, 1 plaquage, 5 pour perte, 6 plaquages en tout et une pass deflection.
Tout simplement monstrueux, rien à dire. Il fait partie, c'est un des artisans de cette grosse victoire sur les Gators. Donc à mettre en highlight, encore une fois, dans un contexte qui est quand même compliqué, au swamp, etc. etc. Vous connaissez le délire. Messieurs, vous avez un dernier mot pour nos auditeurs pour clôturer cette première semaine de college football 2024-2025? Ouais, regardez du college football, vous avez aucune excuse, il y a des matchs sur YouTube, il y a des matchs sur Bein. C'est vrai, c'est vrai. Pareil, Gus? pareil. Eh ben pareil, pareil. Rien à rajouter. Si, donnez-nous plein de likes sur Twitter. Ça fait vivre, il faut mettre du beurre dans les épinards un peu. C'est vrai, c'est vrai. Sachant qu'on Vous avez vu, on a fait 450 likes sur l'interception du mec. Ah bah, tiens, oui, on est d'accord, on va faire une élection à la nord-coréenne. On a élu meilleure action de la semaine, l'interception du mec de Robert Morris. oui, oui. L'interception où il fait un truc de ouf, là. Et Robert Morris, c'est pas le nom du mec qui a fait l'interception, hein, c'est le nom de la fac. Non, c'est le nom de l'attaque, ouais. Ouais, t'as raison de le préciser. Mais énorme interception, un catch à une main et tout. Enfin bref, allez voir. On a un like là qui a percé grâce à ça. Donc un like, un tweet qui a percé grâce à ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Surtout que nous, on n'a pas pris l'assertif Twitter. Et donc du coup, on n'est peut-être pas forcément mis en avant dans l'algorithme. Je sais pas exactement. Mais bref, voilà. On est payé en amour. Exactement. On se retrouve la semaine prochaine pour la review, la review de la semaine 2. On se retrouve également pour le 1-2-6 sur Twitch, The Trick Play Podcast, de 17h à 18h ce samedi, hein, toujours animé par Baptiste. Si vous voulez voir une belle barbe rousse, n'hésitez pas. Messieurs, merci pour l'épisode de ce soir. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Salut tout le monde. Merci à tous, ciao ciao. Ciao. Ciao.